Bonjour à tous, on s'intéresse aujourd'hui au kangourou des maths 2024, le sujet pour les premières et terminales spécialités maths, questions 13 à 16, ça devient un petit peu plus subtil. On est parti avec la question 13. Les côtés de deux carrés sont des entiers en centimètres. Important, des entiers. Sachant que la différence de horaire est 19 cm², quelle est la somme de leur périmètre? La différence de horaire est 19 cm², donc ça veut dire que si on fait la première R, donc on va considérer que A c'est le côté du plus grand. Donc ici A carré moins B carré fait 19. Rapidement, c'est une entité remarquable. A moins B fois A plus B doit être égal à 19. On cherche la somme de leurs périmètres. Les périmètres, le périmètre du premier, vous voyez bien, c'est 4A. 4 fois donc le côté. Le périmètre du deuxième, c'est 4B. Donc, ça veut dire qu'on cherche la somme, donc que je vais appeler S, qui est 4 fois A plus B. Rapidement, A moins B fois A plus B vaut 19. A plus B, A moins B, c'est des entiers, puisque A et B sont des entiers. Ça veut dire que, ici, comme 19, c'est un nombre premier, on peut l'écrire uniquement une fois 19. Conclusion, A moins B et A plus B, c'est 1 et 19. Alors le plus grand des deux, c'est A plus B. A plus B est plus grand que A moins B, puisque B est non nul. Comme c'est soit 1, soit 19, ça veut dire que A plus B vaut 19. D'accord? Donc la somme vaut 4 fois 19. 4 fois 19, ça fait donc 38 fois 2, ça fait 76. Et on a déjà terminé. Donc je répète, 19, c'est un nombre premier. Ça veut dire que la seule décomposition qui existe, c'est 1 fois 19, ou 19 fois 1. A moins B et A plus B, c'est des entiers naturels. Donc les deux sont des entiers naturels. Ça veut dire que la seule possibilité qui existe, sachant que A moins B est plus petit que A plus B, c'est donc que A plus B vaut 19, et A moins B vaut 1. Vous voyez, on a donc trouvé A plus B. Il n'y a plus qu'à multiplier par 4 pour avoir donc la somme de leur périmètre. La bonne réponse, vous voyez, c'est donc la réponse E, 76 cm. Question 14. Julien a choisi un entier positif. Une seule des 5 affirmations suivantes est vraie sur cet entier K, laquelle? Vous avez donc ici 5 propositions. Il n'y en a qu'une seule qui est vraie. C'est-à-dire que deux ne peuvent pas être vraies en même temps. Donc on va regarder par exemple. Supposons, imaginez que D est divisible par 6. Dans ce cas-là, D s'écrirait 6 fois un entier. Mais 6 fois un entier, c'est aussi 3 fois, donc un entier. D'accord? Puisque 2 fois K serait aussi un entier. Donc on aurait D qui serait aussi divisible par 3. Donc si D est divisible par 6, vous savez que D est divisible par 3. Ça veut dire que si le D est vrai, A est vrai. Donc les deux ne peuvent pas être vrais en même temps puisqu'il n'y a qu'une seule affirmation vraie. Ça veut dire que D est donc forcément faux. Donc K n'est pas divisible par 6. Supposons maintenant que A est divisible par 3. On sait qu'il ne peut pas être divisible par 6, sinon il y aurait deux affirmations qui seraient vraies. Donc les nombres divisibles par 3 mais pas par 6, ils sont positifs. Ça veut dire qu'on a 3, mais après, ça ne peut pas être 6, donc il faut des multiples de 3 qui ne sont pas divisés par 6. C'est donc tous les multiples de 3 qui sont impairs, donc 3 vaudrait 3, 9, 15, vous enlevez en fait un multiple sur 2, d'accord? Donc après 21, 24, 27, etc. Donc c'est tous les multiples de 3 qui sont impairs, ça veut dire que dans ce cas-là, notre nombre serait impair, et donc le C serait vrai. Donc le A ne peut pas être vrai, parce que donc, ça veut dire que A vrai impliquerait C vrai, évidemment. A vrai avec D faux impliquerait C vrai. Donc ça veut dire que A non plus ne peut pas être vrai. Donc K n'est pas divisé par 3, ni par 6. Ensuite, chose assez évidente, si K égale à 2, comme 2 c'est un nombre premier, alors K est premier. Ça veut dire que si B est vrai, E est vrai. Donc ça n'est pas possible, il faut qu'une seule affirmation vraie, donc B ne peut pas être vrai. Donc K n'est pas égal à 2. Maintenant, supposons que K est premier. K est premier, et en même temps, on a vu que K est différent de 2. Un nombre premier différent de 2, on sait qu'il est impair. D'accord? Donc si K était premier, et en même temps différent de 2, il serait impair. Donc le E et C seraient vrais en même temps. Ça n'est pas possible. Donc le E est faux. Ça veut dire que la seule possibilité par élimination, c'est que c'est forcément K qui est impair. L'affirmation vraie. Alors il existait une méthode beaucoup plus rapide, on peut tester des valeurs de K. Alors
la plus petite valeur possible, c'est k égale 1. Et regardez, si je prends k égale 1, eh bien, il n'est pas divisé par 3, il n'est pas divisé par 6, il n'est pas égal à 2. Il est pas premier, mais il est impair. Et donc, bien si c'est k, il n'y a qu'une possibilité. Donc, et cette possibilité, c'est C. Donc, c'est la seule réponse possible, vous voyez. Hein, ça permet comme ça de voir. Donc, pour 1, effectivement, c'est C qui est vrai. Alors, pour 2, 2, si vous avez k égale 2 et k est premier, on l'avait déjà éliminé. 3, donc, on a un nombre qui est impair divisé par 3. Donc, vous éliminez déjà tous les multiples de 3. Donc, vous voyez qu'on a mis une liste jusqu'à 30. Hein, déjà, vous éliminez tous les multiples de 3 qui ne nous conviennent pas, hein, puisqu'ils répondent à deux catégories, deux affirmations se révèlent. Donc, ça élimine déjà tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut éliminer tous les premiers qui sont plus grands que 2, enfin, plus grands ou égaux. Donc, j'élimine 5, j'élimine 7. Vous allez voir qu'il ne reste pas grand monde, finalement, hein, et qu'après, on peut en trouver assez simplement une série de nombres qui peuvent avoir été choisis. Donc j'élimine, voyez, tous les nombres premiers. Ensuite, qu'est-ce que je peux éliminer? On se rend compte aussi que tous les nombres pairs qui restent, on peut les éliminer parce que ils ne vérifient aucune des 5. Ils ne sont pas égaux à 2, ils ne sont pas premiers, ils ne sont pas impairs, ils sont ni divisibles par 6 et par 3. Donc ça veut dire qu'ici, on peut enlever tous les nombres pairs. Donc il vous reste quoi comme type de nombre? Eh bien, regardez, il ne reste pas beaucoup. Le premier qu'on va trouver, donc 19... J'avais oublié de l'enlever. Voilà, donc 20, ensuite 22, 26, 28. Il ne me reste pas grand-chose. Il me reste ici que 25. Alors 25, c'est quoi? C'est un nombre qui est un produit de nombre premier supérieur strictement à 3. Donc c'est 5 fois 5 pour celui-ci. D'accord? Ça veut dire qu'on a un nombre ici qui n'est pas premier parce qu'il est composé. Il n'est pas égal à 2, il n'est pas divisible par 3 et par 6. D'accord? Et il est forcément impair puisque c'est un produit ici de deux nombres premiers impairs. Donc vous pouvez prendre en fait des produits de nombres premiers impair. Donc, par exemple, 5 fois 7, ça va fonctionner aussi. On aurait pu prendre 35, il ne vérifie que la catégorie K impair. Donc après, hein, vous avez 5 fois 7 au carré, ou 5 fois 7 fois 11. Comme ça, on trouve une infinité. Il faut donc des produits de nombres premiers, donc impairs. Et vous avez comme ça, à chaque fois, l'affirmation C uniquement qui est vraie, toutes les autres étant fausses. Dans un carré, on a tracé une diagonale. La voici. Un demi-cercle. Donc, c'est celui-ci, et un quart de cercle. Donc, la figure est assez claire. Voilà, il y a des intersections, et il y a donc 3 zones qui sont grisées. On vous donne le côté du carré. Le côté du carré vaut 6. D'accord? Ainsi, évidemment, que le diamètre donc, du demi-cercle et le rayon du quart de cercle. Quel est l'aire total en centimètres carrés des parties grisées? Ça va aller très vite. Rappelez-vous que ce concours kangourou, c'est un concours de vitesse. Il y a 50 minutes pour toutes les questions. Hein. Donc, il faut aller vite. Il n'y a pas des centaines de calculs à faire. Et donc, il faut aller chercher des petites astuces graphiques. Donc, une chose intéressante, c'est que ce point-là, ici, là, hein, eh bien, c'est le centre du carré. Donc ça, centre du carré. Alors ça a son importance parce que ça veut dire que, ici, si je trace la deuxième diagonale, eh bien, la partie grisée qui est ici, que je vais appeler, donc je vais plutôt la colorer, et ici, cette partie-là, par symétrie, vous la retrouvez exactement ici. D'accord? Ensuite, la diagonale, qui est déjà tracée, c'est un axe de symétrie. Le quart de cercle est aussi symétrique par rapport à cette diagonale, donc, il y a une deuxième chose intéressante à remarquer, c'est que cette zone qui est grisée ici, eh bien, vous la retrouvez exactement ici. D'accord? Donc, la somme des 3 zones grisées, on la retrouve à un endroit très intéressant. C'est-à-dire que ça couvre exactement tout ce triangle-là. Vous voyez? Ça veut dire que la somme des aires grisées, c'est ce triangle qui est ici. Un triangle qui a comme sommet le centre du carré et 2 sommets. Donc, c'est très simple. Ce triangle rectangle, hein, ici, c'est un carré. Il a une aire exactement de un quart de l'aire totale. Donc l'aire totale du carré fait 36 cm². On prend un quart, 36 par 4, ça fait 9. On a déjà terminé, vous voyez, c'est la réponse A. Question 16. De réel, P et Q vérifient les inégalités. Donc ici, P est strictement positif et Q est strictement positif et plus grand que P. D'accord? Donc ça, c'est très important. On a deux nombres positifs. Et P est strictement plus petit que Q, lequel des nombres suivants est plus grand que les 4 autres?
il faut remarquer qu'à chaque fois, il s'agit de moyennes pondérées. Vous avez ici un dénominateur, là c'est 4, et à chaque fois la somme des coefficients, vous voyez ici, les coefficients, on a 1 plus 3 qui fait bien 4, et c'est la même chose dans chaque cas. On a ici 3, et on a la somme de coefficients qui est 1 et 2. Ici, on a 2, la somme des coefficients c'est 1 plus 1, donc 2. Ici, 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4. Donc il s'agit bien de moyennes pondérées, donc des moyennes avec des coefficients. Sachant, donc imaginez, vous avez deux notes dans une matière, hein, on a bien ici des nombres qui sont positifs, hein, eh bien, quelle sera la moyenne la plus élevée? Eh bien, il faut que la note, hein, en fait, vous avez eu une meilleure note à Q que à P, puisque Q est plus grand que P. Ça veut dire que la moyenne la plus élevée que vous obtiendrez, c'est celle où le coefficient de la note la plus élevée est le plus grand, par rapport au total, bien sûr. Hein. Donc ici, 3 sur 4, 2 sur 3, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4. Il faut donc comparer eh bien, la moyenne de votre plus grosse note, ici, donc le coefficient plus la plus grosse note, par rapport au coefficient total. Donc dans la première moyenne, il y a 3, ça compte 3 parts sur 4. Dans la deuxième, 2 sur 3. Dans la troisième, 1 sur 2. Ensuite, 1 sur 3. Et ensuite, 1 sur 4. Donc, conclusion, mais la moyenne la plus grande, il faut regarder dans toutes ces fractions laquelle est la plus élevée, et c'est évidemment 3 quarts qui vaut 0,75. Toutes les autres sont plus petites. Donc, la moyenne la plus élevée que vous obtiendrez, c'est celle, donc ici. Voilà, c'est donc l'expression la plus grande. Donc je répète, vous avez deux notes P et Q. Q est plus grand que P. La moyenne la plus élevée que vous obtenez avec ces deux notes, c'est celle où la note Q est la plus importante, hein, proportionnellement au total. Donc c'est la moyenne A qu'il fallait trouver. On peut aussi considérer que ce sont des barycentres. Alors c'est un mot un peu compliqué, hein, mais ce sont des points d'équilibre. Quand on a P plus Q sur 2, eh bien, ça veut dire que vous êtes exactement au milieu. Donc P plus Q, c'est ce qu'on appelle la moyenne arithmétique. D'accord? On est vraiment exactement au milieu. Si on fait P plus 3Q sur 4, eh bien, il s'agit de diviser votre segment en 4, et on va se trouver 3 fois plus près de Q que de P. Donc ici, P plus 3Q sur 4, on est ici. Donc c'est plus grand que la moyenne donc arithmétique. P plus 2Q sur 3, eh bien, vous allez diviser votre segment en 3. Donc on va mettre à peu près ici, je divise en 3. Et donc, la deuxième, ici, vous allez trouver P plus 2Q sur 3. Ici. D'accord? Donc on voit bien que, pour l'instant, c'est bien P plus 3Q sur 4 qui est le plus grand. 2P plus 1Q sur 3, donc on divise encore en 3, mais cette fois-ci, eh bien, 2P plus 1Q sur 3, vous allez le retrouver ici. D'accord? Pour l'instant, c'est donc le plus petit des 4. Et le dernier, 3P plus 1 quart, c'est donc, on divise en 4 et on le place ici sur le premier. Donc là, vous trouverez 3P plus Q sur 4. Et donc le plus grand des nombres, c'est bien P plus 3Q sur 4. Pour généraliser, ici je prends deux nombres, P plus petit que Q. N et M sont des entiers positifs. Le nombre x qui est np plus mq sur n plus m. C'est une moyenne pondérée de p et q et des coefficients qui sont n et m, d'accord? Je place p, je place q. Je divise le segment pq en n plus m segments égaux, d'accord? Et là, ben, c'est très simple. Vous allez ici chercher à quel endroit vous avez les m premiers segments. Il vous en restera évidemment n de l'autre côté. Et bien cette moyenne, elle est exactement ici. Vous voyez, il y a une petite inversion, le m est à gauche, le n est à droite. Et bien ici, vous trouverez le nombre x, d'accord, qui est la moyenne de p et q avec les coefficients n et m. Exemple ici, avec 7p plus 3q sur 10. Donc j'ai divisé le segment en 10. Je vais repérer ici un troisième. Ici, donc j'en ai, vous voyez, 3 à gauche, 7 à droite. Vous pouvez compter. Et donc, eh bien, ma moyenne, elle est exactement ici. D'accord? Alors, en fonction des coefficients, si on a 7 et 3, on est plus près du côté où vous avez le plus gros coefficient. Donc là, j'ai un coefficient 7 du côté de P et 3 du côté de Q. Je suis donc plus près de P que de Q. Si j'avais mis, par exemple, un deuxième Y0 qui serait 3P plus 7Q sur 10, eh bien,
je serai plus près donc du Q ici, donc je compterai 3 et 7, donc je me serais trouvé ici, vous voyez. Hein, là, on est dans ce qu'on appelle la théorie des barycentres, hein, sur des points d'équilibre avec des masses ici respectives. Voilà, on ne va pas aller plus loin. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.